Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Dans cette vidéo, je fais un rapport et réaction sur le jeu Dungeon Saga, un dungeon crawler inspiré directement d'HeroQuest. C'est clair, ça se sent. Bien sûr, je serai accompagné de l'extension Compagnon, sans laquelle il est impossible de pouvoir jouer en solo. Pour ce qui est de la présentation de ce jeu, donc je n'ai pas fait de vidéo découverte sur le matériel et les règles car il en existe une multitude sur le net et je ne pense rien avoir à apporter de plus. Pour ce qui est de la vidéo, vous allez voir qu'il y a quelques réactions où le son est pas tip top. Donc d'avance désolé, mais promis, vous allez très bien entendre. Mais avec un petit peu certains bruits environnants. Ceci étant dit, allons ouvrir la première porte. Et voilà, donc du coup je débute mon aventure sur Dungeon Saga, un dungeon crawler médiéval fantastique des plus traditionnels. Un peu à la sauce HeroQuest, mais avec a priori, semble-t-il, un peu plus d'options, de possibilités. C'était du moins ce que le speech me vendait, donc je me suis dit je me lance dessus, on y va. Pourquoi pas? Parce que je voulais quelque chose un petit peu plus complet qu'HeroQuest sans être du HeroQuest. Ça va pas plus loin. Donc, j'ai fait donc les deux premières aventures dites introduction, appelées aventure A, aventure B. On découvre vite fait les règles de base du jeu, autant pour les, on va dire, les ennemis ou le maître invisible, parce que si vous souhaitez y jouer en solo, vous allez obligatoirement avoir besoin de l'extension qui s'appelle le compagnon. Donc, on apprend un petit peu à utiliser ce compagnon. Et en même temps les règles de base du combat au corps à corps, et dans l'aventure B, en gros la partie magie et le combat à distance et la gestion de certains sorts et objets. Voilà, donc ça c'est l'idée de base de l'aventure A et de l'aventure B. C'est très bien pensé, c'est fluide, c'est rapide, rien à redire là-dessus, je trouve ça même très agréable. Du moins c'est une très bonne manière de rentrer dans le jeu. Voilà, donc du coup je viens de terminer ma première aventure dans Dungeon Saga avec mes 4 héros qui se sont réunis, d'où le titre de l'aventure. La narration est très intéressante, j'en ai pas parlé tout à l'heure, donc je vais en parler un petit peu maintenant. Donc il y a quand même une histoire, un fond, un lore qui est extrêmement présent et qui permet vraiment de faire le lien entre l'aventure que l'on vit et l'histoire qu'il y a autour. C'est très bien mené, c'est vraiment c'est bien conçu et en même temps on se pose pas de questions sur pourquoi il y a ça, pourquoi si, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font ensemble et tout. Non, c'est vraiment très bien mené. Il y a toujours une histoire, un minimum d'un certain ego de chaque race pour aller, on va dire, combattre le gros méchant en fait, sans vraiment attirer l'attention des uns et des autres, hein. Et c'est vraiment très bien ficelé, très bien écrit pour nous faire vraiment vivre une aventure qui est vraiment intéressante, il n'y a pas à dire. Je ne détaillerai pas le lore, je vous dis juste qu'il est très bien fait, encore une fois j'insiste là-dessus, et j'espère que ça vous permettra peut-être, grâce à ma vidéo, peut-être d'acquérir Dungeon Saga, et à ce moment-là de vous rendre compte par vous-même que le lore est excellent. Pour ce qui est de l'aventure en question, on va dire que là on est vraiment dans un premier jet d'aventure avec nos 4 héros. Donc on regroupe ce qu'on a appris dans l'aventure A et dans l'aventure B avec un petit peu de mobilier, vraiment très peu, d'accord. Et on va dire une gestion de notre équipe de 4 et arriver à les faire bien matcher les uns avec les autres. Rien d'extraordinaire je trouve pour le moment, c'est très basique, c'est très classique et ça fonctionne super bien. Je me suis dit que j'allais essayer de faire les quêtes annexes. Il fallait finir la mission avec un compte à rebours où il restait 2 cartes héros, 2 cartes du maître du donjon, donc c'est le cas, et avoir terrassé toutes les figurines ennemies, donc aucun problème là-dessus, c'est mission accomplie comme qui dirait. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus de plus? Oui, donc il y a une certaine importance sur le niveau tactique. Orienter ces figurines correctement, bien les positionner pour ne pas subir, on va dire, la quantité d'ennemis qui nous arrivent dessus, parce que on va lancer des dés en moins. S'ils nous attaquent dans le dos, forcément on lance un dé en moins aussi quand on se défend.
Donc tout ça est vraiment bien foutu, c'est bien pensé. J'ai trouvé, ceci dit, le scénario, comme j'ai dit, voilà, on sent que c'est un scénario, un premier scénario. Il n'était pas si difficile que ça et permet vraiment de faire la liaison par rapport aux aventures A et B pour vraiment tout mettre ensemble. Donc très bien conçu, très bien fait, très joli, très agréable à jouer. L'aventure a duré moins d'1 heure. Une fois que le scénario est fini, j'ai décidé de me lancer dans le mode campagne de Dungeon Saga grâce au mode compagnon. Donc j'ai fait sortir mes héros, ils ont rejoint un lieu. Donc j'avais assez peu de choix, enfin on a toujours assez peu de choix au final, hein. On a 4 lieux tirés au hasard et le traditionnel marché et la taverne. L'idée c'est qu'à la fin de l'aventure, nos héros ont acquis de la gloire et de l'or. Ok ? Cet or, on peut le dépenser comme on veut, au marché, etc., pour acquérir au hasard des objets et des sorts magiques, et des lieux, on va dire, à côté, où il va se passer certaines choses différentes, et ça va, on va dire, construire plus ou moins nos personnages différemment d'une campagne à une autre. Je trouve ça vraiment très intéressant. Du coup, je me suis dit que j'allais envoyer mon magicien humain à la taverne et comment ça s'appelle, à la chambre à la maison de débauche. Je me suis dit que c'était sympa, marrant, donc voilà. Ensuite, mon nain, lui forcément, maison de débauche, c'était obligatoire et il a fini à la taverne aussi. Orlaf, je me suis dit qu'elle allait faire un petit tour au marché, je crois que c'est ça que j'ai voulu faire et puis ça a complètement échoué. Ou alors maison des voleurs et puis ça a complètement échoué, il a rien fait en fait, neutre. Et il a fini à la taverne avec un petit peu d'or supplémentaire. J'ai eu Madriga, elle allait au bosquet, un bosquet magique, il me semble que ça s'appelle. Elle a acquis une capacité de terre et a terminé à la taverne avec un or en plus. Voilà. Ça permet de, encore une fois, en fonction des résultats du dé qu'on fait, dans les lieux qu'on va, construire un personnage de manière complètement différente, tout en étant logique. Vous n'allez pas vous retrouver avec un mage paladin entre guillemets, ou encore avec un elfe lanceur de sorts. C'est pas possible à proprement parler, quoi. Voilà. Du moins, en gardant les personnages de base. Parce que bien évidemment, le compagnon permet de créer ses propres personnages et rien ne vous empêche de prendre un elfe magicien. Là, pour le coup, il est magicien, vous pouvez bien évidemment lui faire lancer des sorts et compagnie. Mais là, moi, Madriga, mon elfe archer, ne peut pas lancer de sorts. Donc, le sort de terre qu'elle a acquis, c'est un sort inné, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est une attaque magique, un peu comme lancer un sort, mais un peu différent, qui lui permet en fait de tirer parti des capacités de la terre, etc. Qu'elle aurait acquis auprès donc du bosquet de terre. Voilà. Donc comme ils ont acquis un de gloire, j'ai transformé cette gloire en un point d'expérience. Et ce point d'expérience me permet d'avoir acquis une capacité. Donc j'ai pas cherché midi à 14 heures, j'ai pris les capacités de base. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé pour cette première aventure. Sachez juste que c'est vraiment très agréable et super, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'attaquer à la suite. Donc on y va. Allez, voilà, donc aventure numéro 2 terminée. Une aventure qui vraiment te met dans le bain en te disant écoute mon gars, à partir de maintenant ça rigole plus. On attaque des trolls. Les figurines, elles sont énormes, elles prennent beaucoup de place du coup. On est de suite bloqués dans leur arc avant. Aller les chercher par derrière pour attaquer, c'est très compliqué. Devoir se mettre à plusieurs pour l'éclater, c'est quasi obligatoire. Et donc la notion de travail d'équipe est importante. En plus, le trait horde fait que tous les zombies qui viennent vous attaquer au corps à corps en plus et qui sont adjacents à elle vous font énormément de dégâts. J'ai cru que j'allais perdre un personnage et donc perdre la partie. Ça s'est joué à rien aussi puisque je remporte ma partie à une carte de maître du donjon. Donc c'est vraiment millimétré. On n'a vraiment pas trop le droit à l'erreur. Vraiment, très sincèrement, le jeu n'est pas si facile que ça du tout à partir de maintenant, à mon avis. J'ai même pas pu avoir le temps de résoudre la quête secondaire qui était donc proposée dans l'aventure, qui consistait à aller dégager un squelette.
Ceci dit, ce que je trouve dommage dans ce mode solo de Dungeon Saga et qui m'a un petit peu refroidi en fait dès la mise en place, c'est que on sait ce qui nous attend. On perd le petit côté, voilà, maître du donjon, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Là où, en fait, avec un maître du jeu, cette notion, ce suspense est vraiment super important. On sait exactement où aller, du coup, on sait comment faire, et je pense que cette quête en 1 contre 1 avec un maître du jeu, on la gagne vraiment pas du tout très facilement. Même, je pense qu'elle doit être très difficile. Parce que il est super simple de nous bloquer et d'empêcher vraiment tous ces alliés de faire quoi que ce soit. Il suffit que le maître du donjon il dise voilà le troll je te place dans cette petite position, je mets même 2 unités zombies devant et là à ce moment là ça devient très compliqué de faire quoi que ce soit. Donc encore une fois scénario qui est très bien pensé, très difficile et il n'y a qu'une chose à dire, on en redemande. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait pour ma fin de scénario? Dans quel lieu ils sont allés? Là pour le coup, ils ont récupéré de la gloire. Il leur en manque pour passer un niveau, donc rien d'extraordinaire à dire. Peut-être que le magicien il est à 2 de gloire, mais j'ai tout transformé pour avoir de l'or, puisque j'ai vraiment besoin d'argent pour augmenter les capacités de tous, enfin les capacités, on va dire les objets de chacun. Puisque là je la joue vraiment roleplay pour le magicien, tant que je n'ai pas débloqué des cartes supplémentaires en les achetant ou en les découvrant, il reste avec ces cartes de base. Je n'utilise pas les cartes que m'impose le scénario. Du coup là mon lanceur de sorts est bloqué avec 4 ou 5 cartes sorts assez rudimentaires je trouve. Bon, certes qui se complètent bien mais rudimentaires. Pour pouvoir l'améliorer, je vais aller chercher des cartes sorts, mais dans les lieux. Et là, dans les lieux, il n'y avait pas grand-chose qui était intéressant pour lui, donc j'ai tout transformé et gardé en or. Pour les autres, ça leur fait 1 point de gloire, histoire, voilà, maintenant tout le monde est au même niveau, 1 point de gloire, et il y a juste du coup 1 or supplémentaire pour tout le monde, et 1 or encore supplémentaire pour mon lanceur de sorts. Bref, ça paraît pas très clair comme ça. J'en suis désolé, mais sachez juste qu'une chose, c'est qu'effectivement avec ce mode campagne et ce compagnon, il faut que vous ayez un papier à côté où vous écrivez tout ce qui se passe entre vos quêtes et qui a quoi comme capacité et sort aussi pour les lanceurs de sorts, gloire, expérience et compagnie, puisqu'il n'y a pas grand chose qui est mis à disposition pour pouvoir à la fois le noter et surtout le mettre en valeur au cours de votre partie. Voilà, je m'arrête là pour cette 2e aventure, on passe à la 3e. Voilà donc on arrive à l'aventure numéro 3. La Banshee, un calvaire. Sincèrement, elle est handicapante, elle a des sorts qui sont vraiment très chiants. Les spectres, c'est vraiment pas agréable du tout à jouer contre. Donc heureusement que j'ai réussi à m'en débarrasser d'un rapidement. J'ai bien aimé le système où on doit se séparer. Parce que si on se déplace tous en groupe, déjà on bouge pas très bien. En plus, on subit la Banshee de tous les côtés si on se déplace en groupe. Donc il faut arriver à bien se séparer. Et c'est là où on voit les forces et faiblesses de chacun. Donc il faut arriver à en tirer parti et aller vite. On peut effectivement échouer sur quelques lancers de dés. De toute façon, le jeu est prévu pour qu'il y ait quand même des échecs, hein, bien sûr. Mais néanmoins, ça reste, on va dire, une certaine course. Parce que sur ce scénario-là, on n'a vraiment pas trop le droit à l'erreur. Il faut bien réfléchir à sa stratégie et optimiser au maximum. La quête secondaire où il fallait que ce soit notre magicien, notre lanceur de sorts, qui ait tous les morceaux pour bloquer la Banshee, la ramener dans une rune particulière, a été donc accomplie. J'ai réussi, on a mis le sceau pour pouvoir remettre la Banshee correctement dedans. Donc c'est un être qui était en fait par rapport au pays des elfes et des nains dans le tour des nains. Donc je trouve que le lore est assez intéressant, il évolue graduellement, correctement, il est logique. Donc ce que je trouve un petit peu dommage quand même dans cette campagne, c'est que normalement
il faut imaginer que Mortibris, le méchant nécromancien, a trouvé l'endroit où se situe un tome d'un héros ancestral qui avait uni tous les peuples, et que grâce à ce tome, il aurait un pouvoir extraordinaire, ultime, et qui permettrait à la fois de contrôler les vivants et les morts. Bref, donc toute la campagne se passe dans une seule et unique tour, en fait. Et ce que je trouve dommage, c'est que le système de campagne nous dit il se retrouve dans un lieu, etc. et tout, alors que c'est pas vraiment ça, en fait. Il monte d'étage en étage, comme dans un donjon, en fait, au final. Et c'est le but, hein, c'est Dungeon Saga. Et ils affrontent à chaque étage des ennemis différents, ou du moins descendent dans un donjon et affrontent des ennemis de plus en plus forts au final. Là, ça coupe un peu le jeu, le fait qu'il y ait ce système de lieux entre chaque aventure. Et bon, il fallait trouver un système, et je trouve que c'est pas plus mal non plus. Ensuite, donc, la Banshee que l'on retrouve, c'est une entité elfique dans la tour des nains, et il y a une certaine remise en question de part et d'autre, à mon avis, qui va arriver plus tard entre les nains et les elfes sur cette situation-là, en fait, au final. Qu'en est-il du plaisir de jeu à ce stade de notre campagne? Ça va, je ne cache pas que c'est un petit peu diminué puisque ça reste un petit peu redondant, et je pense que là on va faire une pause pour essayer, on va dire, de retrouver un peu la hype qu'on avait au début, puisque là ça devient un peu fatigant au bout de quelques heures de jeu. Si ce n'est, oui, quand même pour dire que ce qui est agréable, c'est que les parties sont assez courtes, hein, 1 heure, 1 heure et demie maximum, très agréable du moins en solo à ce niveau-là, bien que je le trouve à la fois difficile dans certains cas, et dans d'autres cas on se dit punaise, mais j'aurais eu les cartes du maître du jeu, là, du maître du donjon, j'aurais peut-être fait des choses complètement différentes et j'aurais pu vraiment écraser la stratégie que j'avais mis en place. Mais bon, qu'importe, c'est fait, on passe à l'aventure 4. Bon, c'est pas plein d'entrain que je vais vous parler de cette aventure. Bon, il s'avère que, ok, nos 4 héros ont sondé la Banshee, histoire de connaître vraiment ce que le donjon cache, entre guillemets, pour mieux découvrir les plans de Mortibris. Bon, ok, au niveau de l'histoire, ça suit, c'est bien, c'est cohérent. Du coup, le nain, il dit, ouais, sur les vieux plans, on va utiliser un raccourci du vieux papy, et on va aller prendre un truc un peu risqué, on va prendre un chemin avec un peu moins d'embûches, où il y a des risques d'effondrement. Bon, bref, quoique, allez, allons-y, imaginons. Alors ça va, on installe un scénario qui est relativement long à mettre en place, on va pas se le cacher, avec un système d'effondrement, où on lance un dé, si on fait le même chiffre, prouve ça s'écroule, et s'il y avait en fait un héros dessus, c'est perdu. Bon, l'idée est intéressante quoi, mais c'est extrêmement aléatoire, c'est relativement... Je sais pas s'il y a beaucoup de stress vraiment sur ce type de scénario. En tout cas, moi, aucun, je me suis fait chier, très clairement, sur ce scénario. Peu d'ennemis, peu d'affrontements, pas grand chose à dire. Ce système d'histoire gauche-droite, bon, en solo, c'est une purge, c'est nul. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment, j'ai trouvé ça longué pour rien. Et sans vraiment réel intérêt. C'est là où je trouve que le solo perd de son attrait lorsqu'on fait une histoire type campagne scénarisée comme je suis en train de faire la quête du roi nain, où on sent que c'est vraiment pensé avec un maître du jeu, où il y aurait eu un maître du jeu dans cette partie, dans ce scénario, ça aurait été complètement différent, puisque la map se dévoilant petit à petit, c'est un dungeon crawler, ne l'oublions pas. Hein, vous ouvrez une porte, tac, vous avez une nouvelle pièce qui s'ouvre et des nouvelles choses qui s'ouvrent jusqu'aux nouvelles portes et compagnie, quoi. D'accord, la map s'ouvre sous vos yeux. Là, quoi qu'il arrive, on connaît déjà le chemin à faire, le plus court pour pouvoir aller à la porte objectif. Et ça, c'est vraiment super dommage. Et je me dis, mais ça me fait ça déjà un petit peu sur le scénario antécédent. Ça me fait ça sur ce scénario-là. Il n'y a pas de raison que ça ne me fasse pas cette même impression sur le scénario d'après. Et je suis en train de me dire, merde, est-ce que c'est vraiment le mode de jeu adéquat, le mode campagne en solo? Et plus ça avance, plus j'ai l'impression que pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'orienter sur un autre type de jeu
Il y en a un qui est proposé dans le compagnon, c'est le système de donjon inexploré. Où là, effectivement, vous avez le système dungeon crawler pur et dur, où vous allez ouvrir une porte et la map va se débloquer sous vos yeux. Je n'ai pas encore trop... je me suis pas encore trop intéressé à ce système, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était plonger dans la campagne, hein, vraiment. Mais je pense sincèrement que si on prend le compagnon, c'est pour jouer au mode de jeu type donjon inexploré. Vraiment. Parce que là, la campagne, c'est bien, c'est sympa, il y a l'histoire et tout. Ouais. Je suis d'accord, hein, il y a un peu d'entrain, c'est sympa. Mais on a l'impression que comme on a tout sous les yeux et qu'on connaît où il faut aller, etc., il n'y a aucune raison qu'on se perde, il n'y a aucune raison de prendre des risques du coup. Il y a aucune... la stratégie elle se met en place quasiment instantanément. Et quand il n'y a pas de monstre à affronter, ben, il n'y a pas de monstre à affronter, c'est terminé, on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc du coup, un scénario qui me fait un effet un peu... Voilà, un flanc qui s'écroule complètement par rapport au temps que j'ai mis pour le mettre en place. Et sincèrement, je ne suis pas motivé pour attaquer l'aventure qui suit. Bon, ça y est, aventure numéro 5. Là, du coup, je le prends avec beaucoup plus de plaisir. Ce début d'aventure, parce que déjà, il y a une bonne pause qui a eu lieu entre l'aventure 4 et l'aventure 5. Il y avait besoin, j'étais quand même déçu, je pense, vous avez compris, du scénario antécédent. Ceci dit, là, c'est plus, on va dire... un scénario où tu joues au serrurier, tu as fini le scénario quand tu as ouvert une porte. Là. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Ah, j'espère en tout cas. Mais là, on nous dit, voilà, tu vas devoir tuer un boss. Donc là, on va à la chasse de Hogar. C'est un troll zombie magicien qui invoque des zombies en fait. Putain, alors là, celui-là à affronter, ça n'a pas été du tout évident. C'est clair que c'est un boss qui est dur. Et le travail d'équipe, la gestion de votre équipement, l'utilisation de vos capacités spéciales au bon moment est primordial. Voilà, donc j'ai extrêmement apprécié ce scénario. Là, de toute façon, de toute manière que vous jouez maître du donjon ou alors les héros, à mon avis, vous devez vous régaler autant d'un côté que de l'autre. Dans le mode solo, franchement, je pense que c'est bien équilibré puisque je réussis tout juste à gagner. J'ai failli perdre un héros sur des mauvais lancers de dés. Hein, ça, de toute façon, c'est un peu le but du jeu dans un dungeon crawler. Mais en tout cas, l'expérience est excellente. J'ai aucun petit conseil à donner là-dessus, si ce n'est profiter, parce que vraiment ce scénario est super bien. Du coup, moi j'ai fini mon aventure numéro 5 avec tous mes personnages qui ont réussi à passer au niveau 3. Ils étaient tous contents, du coup ils ont tous fini à la maison de la débauche, oui, même l'elfe. Oui, bah ça va quoi, quand t'es entouré d'un barbare qui a absolument aucune éducation, d'un nain qui pense absolument à rien d'autre que sa chope de bière, et d'un magicien qui est un génie hein, pourtant, mais qui a le QI et la prestance d'une huître, ça reste un petit peu délicat. Donc même elle a le droit aussi d'aller jouer un petit peu et de prendre du bon temps. Ils ont tous fini à la taverne, donc oui, ok, ils ont absolument rien acheté, ils ne sont pas améliorés, on est d'accord. En tout cas, ils ont pris un beau moment, et ça, c'est le principal. Bon, aventure numéro 6, une aventure, comment dire, pleine de pièges, et on sent vraiment toute le génie dans la créativité des pièges, des mécanismes, etc. des nains. Là, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment très très forts. Et le scénario nous le fait vivre, des pièces qui tournent en fait, avec un système de porte en fait, qui va à chaque fois changer, on ne sait plus trop d'où donner la tête. Et le mieux en fait, c'est tout péter. C'est ce que j'ai décidé de faire plutôt que d'essayer d'anticiper, etc. quelle porte allait venir, puisque anticiper avec des dés c'est compliqué en plus. Donc, une fois qu'on a compris l'idée un petit peu du mécanisme, deux trolls à affronter, putain. Ah. Bon, franchement, honnêtement, qu'on a réussi à avoir une montée en puissance au cours de toutes ces aventures, qu'on a débloqué des capacités vraiment suffisamment intéressantes pour chacun de nos personnages, pour leur donner une utilité spécifique à chaque action contre les trolls. Parce que là, deux trolls à affronter coup sur coup, c'est très compliqué. La force du nain pour encaisser est extrêmement importante. Donc, on a vraiment toute la stratégie du jeu et du gameplay qui vient prendre vie à travers ce type de combat en fait. Puisque ils sont tous très utiles les uns par rapport aux autres pour ce type d'affrontement. Et vraiment c'était une partie qui était
pas si longue, bien que quand même plus d'1 heure et demie quand même dessus ce scénario. Faut avoir un peu de chance au dé parce qu'il n'est absolument pas facile non plus. Et bon, là encore une fois, ça aurait été mieux d'avoir un maître du donjon parce que la sortie, ou du moins pour finir l'aventure, il fallait faire quelque chose un petit peu de particulier, qui était de faire un 6 quand on ouvrait un coffre, ou alors ouvrir les 3 coffres. Mais ça, quand tu es joueur, que tu t'installes, que tu prends ton personnage, tu dis vas-y, je pars à l'assaut, et vas-y, go les copains, on y va, et puis tu as un maître du jeu qui te dit, eh ben voilà, il se passe ça, eh ben là il y a ça, eh ben là il y a ça, et puis que tu vois aucune porte pour pouvoir te dégager, sortir, tu dois faire des allers-retours et compagnie, et tu vois le temps qui s'égrène, ça doit être vraiment une sensation complètement différente. Et c'est là où je me dis que sincèrement, c'est le genre de jeu, avec cette campagne hein, du moins, où un maître du jeu, c'est à mon avis l'idéal, vraiment. Ça, c'est même le pied. Je pense que ça apporte une telle plus-value que le jeu en solo, là, je pense qu'à côté, il est fade. Voilà, hein, c'est pour dire. Alors que je passe un super bon moment, là, hein, sur les 2 derniers scénarios, c'était très agréable. Hein, c'était tendu, du suspense, etc. et tout, mais je suis sûr que ça peut être renforcé et encore mieux avec un maître du jeu. Donc, pour le moment, voilà ce qu'il en ressort de Dungeon Saga sur l'aventure numéro 6, je crois, c'est ça. Aventure numéro 7. Là, simplement une bataille épique. Imaginez, vos 4 héros se retrouvent dans une sorte de catacombe, un cimetière de légendes guerriers nains. Ils se retrouvent, tous les cachots sont ouverts, les caveaux sont ouverts, pardon, et aucun bruit. Tout semble avoir été utilisé, vadrouillé dans cet espace, etc. Bref, on sait qu'il y a quelqu'un. Et là, il nous tombe dessus comme si c'était la dernière bataille, l'ultime affrontement. Et c'est un petit peu le titre finalement de cette aventure où on va devoir affronter une multitude de guerriers, forcément des morts-vivants, des nains morts-vivants, des zombies. Et là, on se retrouve encerclé. Les capacités spéciales qu'on a acquises depuis le tout début de la campagne deviennent très intéressantes. Les capacités spéciales, mais les capacités aussi, toutes celles qu'on a pu acquérir, etc., deviennent primordiales en fait. Il faut en avoir acquis, il faut avoir développé son personnage pour arriver à passer cette aventure. Sinon, c'est impossible. Un personnage niveau 1 qui n'a rien ne peut pas passer ce scénario. Et je le trouve vraiment super bien équilibré. L'évolution de la campagne au final est assez bien pensée, fluide. J'ai eu la possibilité de dépenser un peu d'or pour mettre une super hache à Orlaf. J'ai pu acquérir une arbalète très intéressante qui réduit l'armure pour mon elfe naine. Et j'ai pu acheter un cristal de niveau 3 au marché. Bon, qu'importe, mais j'ai pas pu m'en servir. Ceci dit, cette amélioration d'équipement, ses capacités, permettent de sentir vraiment la montée en puissance à travers l'aventure. L'aventure, que dis-je, la campagne. Et on sait qu'on s'en sert parfaitement dans cette aventure, justement. Et sans ça, je vous dis, le scénario est impossible à passer. Même à la base, dans l'aventure, on nous demande de passer avec le niveau légendaire. Là, avec les caractéristiques que j'ai, je me suis dit, allez, on y va, on se lance, on essaye. J'ai galéré. Ce scénario, cette aventure ne permet pas énormément de marge de manœuvre et la chance au dé vraiment là pour le coup est assez primordiale, d'autant plus que le roi nain c'est un gros tank qui arrive à régénérer sa vie régulièrement et il faut réussir à placer ses personnages correctement pour optimiser les dégâts avec nos guerriers. Mon mage a fait ce qu'il a pu pour, on va dire, diminuer l'armure, etc. de ce nain ultime, en fait, au final, de ce roi nain qu'on a enfin réussi à trouver dans les catacombes naines. Et en fait, mon archère, après, n'a servi absolument plus à rien, vu qu'il a un objet qui lui permet de ne prendre aucun dégât de sort, aucun dégât d'un tireur. C'est juste énorme. Et en plus, il lance 5 dés et il a une masse
qui lui permet de réduire de 2 le niveau de l'armure contre qui il affronte. Donc en gros, à chaque fois qu'il attaquait, si je faisais pas des 6 ou du moins je faisais pas des choses vraiment fortes pour passer au-dessus, il avait toutes les chances de me toucher. Je suis passé à ça de la défaite avec Orlaf, qui lui restait un seul et unique point de vie. C'était le tour où tout devait se passer. C'était, si je ne le tuais pas à ce tour, Orlaf, c'était sûr au prochain tour il crevait. Et on sent vraiment la montée, je vous dis donc en puissance, la tension pour cette aventure. Jusqu'ici, l'une de mes préférées, il n'y a pas photo. En avant pour la dernière aventure, où là, j'espère qu'il va y avoir un peu plus de piquant. Voilà, vache, aventure ultime, il ne doit en rester qu'un, l'aventure numéro 8, un scénario épique. Je crois que j'ai dû mettre 2 heures à peu près pour le faire. L'installation prend un temps monstre et utilise tout le matériel. D'ailleurs, c'est là où je vais commencer un petit peu à être tatillon sur le matériel. Je trouve qu'il en manque. Il manque des portes. Clairement, quand tu dois installer tout ton donjon à l'avance avec les portes, etc., quand tu joues en solo, vous avez vu, ça fait un peu tâche. Je vais vous mettre quelques illustrations pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il manque des portes. On arrive à pas forcément se rendre de suite compte quel monstre ou pas peut jouer en fait au final, ennemi du moins. On a du mal à se projeter de salle en salle au final parce que il manque du matériel. Alors, si on vient à jouer avec un maître du donjon, ceci dit, il y a assez de matériel vu qu'il se déploie petit à petit ce donjon. Ceci dit, je trouve que si on le déploie petit à petit, un donjon aussi grand que celui-là, je pense qu'on perd en dynamique, on perd en rapidité, en fluidité. Je rajouterai ensuite que cette aventure jouée avec un maître du donjon doit être largement meilleure. L'expérience de jeu doit être effectivement épique, unique même. Surtout la fin, le combat final comme Mortibris. Il a un grimoire, le grimoire de Valandor, en fait, l'ultime objet de sa quête au final. Il le détient, il l'utilise et il te balance tous ses sorts. Et à chaque fois, ça fait super mal. J'ai perdu Orlaf. Déjà au cours de l'aventure, il avait énormément encaissé, mais tué aussi. Et sur un élan épique, avec une ultime potion de guérison, j'ai réussi à faire un dernier dégât à Mortibris. J'ai pu utiliser Rordin comme je voulais. Le mage, extrêmement intéressant sur ce scénario, avec sa capacité de célérité pour déplacer les unités, pour ouvrir les portes, etc. Très intéressant. Effectivement, je recommande de jouer ce scénario avec, si vous le pouvez, un mage capable d'utiliser le sort célérité. Et ça m'a fait gagner en moins un tour et demi, 2 tours, je pense, surtout sur la fin, pour ouvrir l'ultime porte avant le décompte final. Donc déjà, quand vous vous dites que vous avez tout le matos du jeu sur la table, qui prend pas mal de place, j'ai dû tirer la vieille rallonge toute abîmée pour pouvoir jouer. J'ai dû donc installer vraiment tout en long mon plateau de mon donjon. Ensuite, quand vous mettez toutes les figurines, etc., ça prend vraiment beaucoup de gueule en fait. Au final, ça prend vie à table. Je trouve ça très joli, très intéressant. Le petit pic, comme je disais, c'est qu'il manque un petit peu de porte et de matériel. Je trouve aussi super dommage d'arriver sur ce dernier scénario et commencer à utiliser un petit peu de mobilier. Je trouve dommage aussi qu'on n'ait pas assez utilisé les faces recto verso de toutes les tuiles. Vraiment super dommage. Je trouve aussi que effectivement en mode solo il manque beaucoup je trouve de capacité raviver les morts. Je trouve que parfois c'est un peu plat, il y a des temps morts. Alors heureusement qu'il y a ce système de contre-la-montre, sinon on pourrait jouer la montre en fait au final et faire un peu ce qu'on veut. Donc ça va, il y a un certain équilibre qui est trouvé, c'est clair, mais je pense qu'on peut encore plus optimiser et rendre le jeu encore plus dynamique en rajoutant des cartes avec pour raviver les morts, parce que ça manque cruellement je trouve au jeu. Donc voilà, donc vous commencez les premières petites pièces, vous affrontez du nain, vous affrontez des morts vivants, des zombies, d'ailleurs ils sont super chiants, quand ils s'agglutinent sur vous, faites gaffe, parce qu'ils tapent vachement fort ces connards, pardon, mais c'est l'émotion. Ensuite, vous arrivez dans une pièce énorme où il y a jusqu'à 3 trolls qui vous roulent dessus. Et là vous devez les affronter les uns après les autres, les lignes de vue bloquées quand vous êtes bloqué à la sortie, comme moi j'ai été, votre elfe ne sert à rien au final. Et là vous
galérez à les tomber, puis vous voyez le temps qui s'écoule, et finalement, bon, vous arrivez au bout des 3, vous êtes épuisé. Je pense qu'à ce moment-là, je pense que c'est là où j'aurais dû me rendre compte que j'avais une potion de guérison sur Ordin, que j'avais pas utilisée. J'aurais dû la donner directement à Orlaf pour l'utiliser de suite. Peut-être qu'il serait pas mort à la fin de mon aventure. D'ailleurs, ça fait quelques moments que je vous ne parle même plus des quêtes secondaires, tout simplement parce que le jeu n'est pas si évident et si facile que ça. Voilà. Et puis, bon, les bonus qu'apportent les quêtes secondaires ne sont pas non plus épiques aussi, donc il faut arriver à avoir une certaine priorité. Voilà. Ensuite, pour continuer, donc vous passez cette salle de troll, vous réussissez avec pas mal de rage, d'énergie, et puis vous êtes éreinté à la fin, hein, forcément. Vous arrivez donc à l'ultime pièce, vous affrontez 2 spectres. Là, sincèrement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec Orlaf et Ordin pour les tomber en un tour. Sinon, il m'aurait encore mis la misère, encore plus le Mortibris quand il est sorti et qu'il a commencé à sortir toutes ses armes et tous ses sorts, parce que c'était vraiment l'apocalypse à la fin. J'en ai bavé. Je crois que Ordin il prend 3 ou 4 blessures, puis encore il a fallu j'ai réussi à le guérir grâce à certaines de ses capacités, grâce à sa force, à sa capacité spéciale, et j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'encaisse pas beaucoup de coups. Mais waouh quoi, putain, qu'est-ce que j'ai encaissé à la fin, ça fait très très mal. Je pense que le tour passé, là, si je le tuais pas là, je pense sincèrement, Mortibris me retuait deux héros, notamment le mage et l'archer. Parce que là, ils étaient, on va dire, à bout de souffle, hein, franchement. Puis il tape vraiment fort, Mortibris. Et je pense encore une fois, sincèrement, que le maître du donjon, un vrai maître du donjon sur ce scénario, il doit s'éclater. Et surtout, il doit être, je pense, beaucoup plus fort que le mode solo. Vraiment, là, il n'y a pas à dire. Ceci dit, c'était un très bon moment que j'ai passé. C'était très agréable. Est-ce que ça en est au point de refaire l'aventure de A à Z avec les quêtes secondaires? On va pas se cacher, pas forcément. J'ai d'autres trucs à essayer, d'autres jeux à jouer. Et peut-être envisager plus tard, pas de suite, mais le système de donjon inexploré qui, pour le coup, vient vraiment compléter cette idée déjà de dungeon crawler, où on va explorer des salles qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, avec une quête, à voir comment ça fonctionne. Je ne me suis pas plus plongé dedans pour le moment, mais pour le moment on le met de côté, on va y revenir, c'est certain. Voilà, donc au final, mon rendu sur Dungeon Saga via cette fin de campagne, cette dernière aventure, là je reste sur un avis assez là je reste sur une impression assez positive du jeu, c'est clair. Un petit peu de déception au niveau du matériel, la quantité de matériel en fait mise à disposition, surtout quand vous jouez en solo. Il va être temps quand même d'évoquer un certain point qui moi m'a agacé particulièrement à l'ouverture des boîtes, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler au début. En fait, je me suis retrouvé avec une édition du jeu de la boîte de base avec donc les cartes qui sont découpées arrondies. Hein, les bords des cartes sont arrondis, du coup elles ne s'abîment pas plus que ça. La qualité des cartes est assez suffisante, c'est pas un vieux morceau de carton, c'est bien. Ceci dit, lorsque j'ai ouvert la boîte du compagnon, l'extension, c'était une édition, je pense qu'elle a dû être mise au fond du trou de là où je l'ai commandé, et puis ils l'ont complètement oublié. Je me suis retrouvé avec des cartes de la toute première édition, je pense, où c'était les angles à angle droit, ça s'abîme super vite. C'est du vieux carton vraiment de très mauvaise qualité. Là, les sliver, c'était pour moi une obligation, sinon j'allais abîmer mon jeu, et en plus quand j'allais les brasser, trouver des différences entre les cartes de la boîte de base et de l'édition du compagnon. Donc là pour le coup les sleeves c'était très 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 important. La qualité des figurines n'est pas non plus extraordinaire. Après c'est un jeu qui est quand même pas récent, donc je lui jetterai pas plus la pierre que ça. Je trouve que ça manque un petit peu de détails, ou du moins de vie, je trouve, au niveau des tuiles. Elles sont jolies, elles sont épaisses, etc. Mais on sent en fait un empressement à la fin de la campagne
sur l'utilisation du matériel. On a l'impression qu'au début on essaye de nous faire découvrir petit à petit le gameplay. Ensuite on nous dit on va vous faire découvrir un petit peu le matériel. Et on se dit oh punaise, on arrive vite à la fin, là on lâche tout. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on aurait pu profiter un peu plus du mobilier et mieux l'utiliser au cours de ces 8 aventures au final. Qu'importe, c'est comme ça, c'est fait, c'est peut-être à utiliser autrement dans d'autres aventures, d'autres extensions. Est-ce que je viendrai de suite à m'orienter sur les extensions? Pas tout de suite. J'ai envie d'essayer, je vous dis, ce mode de donjon inexploré. Et j'ai aussi envie de créer mes propres personnages. Pourquoi pas partir sur des trucs dantesques avec un Solomon Kane? Pourquoi pas, hein, après tout. Ou même mettre une horde d'aliens. Donc là, il faut créer un scénario, une histoire quand même pour réussir à rendre tout ça cohérent dans ce monde fantastique. Il faut arriver à trouver une campagne, un lore pour que ça puisse prendre vraiment vie dans cet univers que propose Dungeon Saga. Je vais peut-être un peu trop loin, je m'égare un peu, peut-être, hein, je dis pas le contraire. Mais néanmoins, c'est un petit peu ce type d'envie et d'idée qui ressort là pour le moment. Est-ce que je ferai ça tout de suite? Sincèrement, comme j'ai dit, non. Je vais laisser le reposer un petit peu. Va falloir faire un petit bilan sur déjà le mode de jeu comme il est actuellement. Si j'ai le temps de présenter ou d'essayer déjà le mode donjon inexploré, peut-être que j'en ferai pas une vidéo de suite, peut-être que j'en parlerai dans un bilan, peut-être pas. Voilà, donc on verra. Dans tous les cas, j'y reviendrai, ça c'est certain. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour conclure cette vidéo sur Dungeon Saga, la campagne, la quête du roi nain. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, avoir un jeu c'est bien, y jouer c'est mieux.